Les paparazzi poursuivaient la voiture. Le chauffeur voulait les semer. Donc il a appuyé sur l'accélérateur et a perdu le contrôle. Minuit 23, l'accident. La voiture est broyée. Henry Paul et Dodi Al-Fayed décèdent sur le coup. Le garde du corps, Trevor Rhys Jones, et la princesse Diana sont grièvement blessés. Il y a de nombreux points communs entre John Fitzgerald Kennedy et la princesse Lady Diana Spencer. L'un et l'autre furent très populaires. L'un et l'autre ont bousculé les codes de leur milieu. L'un et l'autre ont connu une fin tragique, brutale. Il y a enfin un dernier trait commun. L'un et l'autre ont été sous les objectifs de la presse dans les instants précédant leur mort. Il aura fallu 15 ans pour que les médias américains montrent les images de l'impact de la balle dans la tête de JFK. « 20 ans après la mort de la princesse Diana, aucun média n'a encore publié les photos d'elle, blessée, dans l'accident qui lui coûtera la vie. C'était dans la nuit du 30 au 31 août 1997, à Paris. Plusieurs photographes qui la suivaient de près ont pris la photo de Diana inconsciente dans la carcasse de la voiture. Cette photo, le public ne l'a jamais vue. Qu'est-elle devenue? Pourquoi personne n'a encore osé la publier? Les rencontres de la photographie à Arles accueillent chaque année de nombreux professionnels et un public de passionnés. Dans une ruelle, quelques tables d'un brocanteur. Ils vendent des photos anciennes, d'autres plus contemporaines. Personne ne le remarque. Laurent Sola a pourtant joué il y a 20 ans un rôle central dans l'affaire de la photo interdite. Il dirigeait à l'époque une agence de paparazzi. Il garde intact le souvenir de la nuit de l'accident. Précisément, c'est minuit 20, 30, enfin peu importe. Un coup de fil d'un des deux photographes de l'agence, en effet. Et il est mariole, il comprend très vite. Il me dit, c'est un drame, on va nous mettre en cause. Il a compris ça tout de suite, tu vois. C'est un vrai carton. Il y a eu un accident. Je dis, putain, mais tu fais de la radio, toi, ou t'es photographe. Donc tu poses ce téléphone, tu vas faire les photos que tu peux faire, et tu sors du tunnel. Vous vous arrachez tout de suite, quoi. Ça va devenir une scène. Donc, ce qu'il a fait, raccrocher, fait 10 photos, peu de photos. Imaginez cette atmosphère, les flashs, la voiture explosée, le klaxon, parce qu'il y a le klaxon qui est bloqué, qui hurle à l'intérieur des trucs. L'espèce de fumée âcre, là, et ça. Dans cette atmosphère qui est complètement glauque, il y a les flashs, les flashs, les flashs. Ma réaction quand j'ai appris que des paparazzis ont rôdé autour de la voiture comme des vautours autour d'une carcasse, j'ai été révulsé. On avait rendez-vous 500 mètres plus loin pour que je récupère les pellicules. Très vite, j'organise un labo chez un copain qui a une agence qui marche H24. Le copain, c'est Daniel Angeli, le pape des paparazzis. Il a photographié toutes les stars de la planète, de Brigitte Bardot à John Lennon, sans oublier évidemment la famille royale. On développe les photos tout à fait normalement. Il les donne à mon laborantin qui les trempe dans le bain et qui les développe. Bon.
Et puis je commence à réaliser ce qui est en train de se passer, quoi. Et là, c'est le choc, on comprend que c'est pas anodin. La tragédie du pont de l'Alma deviendra l'accident de la circulation le plus célèbre de l'histoire. A short while ago, Buckingham Palace confirmed the death of Diana, Princess of Wales. The princess died following a car accident in Paris. She was 36. La femme la plus photographiée au monde est morte en voulant semer des photographes. Plus de 2,5 milliards de téléspectateurs dans 187 pays suivent les obsèques de la princesse de Galles, une émotion planétaire. Je crois qu'aujourd'hui, 20 ans après la mort de Diana, princesse de Galles, il y a encore des gens qui la pleurent. Il y a une génération qui dira « Diana qui ?» Mais au bout du compte, c'est une question de décence. Une décence qui fait qu'on ne publie pas des photos comme celle-là. On n'a pas envie de la voir ainsi parce que Diana est une légende, c'est un mythe. Ces photos-là sont le tabou suprême. Personne ne veut les publier. C'est-à-dire que même si on les publie, on sait très bien que les gens ne l'achèteront pas. C'est un tabou qui est à la mesure de l'icône absolue qu'elle était. Comment Diana s'est-elle construit son statut d'icône qui la rend immontrable au seuil de la mort? De quoi ces photos impubliables sont-elles le nom? C'est le 29 juillet 1981, le jour de son mariage avec le prince Charles, que Diana Spencer apparaît sur la scène mondiale. Elle a à peine 20 ans. Dans la famille royale, tout est organisé, calibré, millimétré. Au service des Windsor, Dickie Arbiter va chaperonner la princesse pour ses premiers pas au sein de la monarchie. La firme, comme la surnomment ses détracteurs. La première fois que j'ai rencontré Lady Diana Spencer, c'était 3 jours avant qu'elle ne se marie. Je lui ai demandé « Êtes-vous inquiète pour la cérémonie ? Il y aura des dizaines de milliers de personnes dans la rue, des millions de gens qui vont regarder la télévision. » Et elle m'a dit « Eh bien, ce sera déstabilisant, mais ça va être excitant. » Elle était le centre de l'attention et elle le savait. Et chaque Anglaise se reconnaît en elle. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, toute Anglaise a envie d'épouser le prince Charles et elle a réussi. Diana est la fille de l'une des plus grandes lignées aristocratiques anglaises, les Spencer. Elle a 10 ans de moins que le prince Charles. Le prince Charles est un être coincé, conservateur, fier de l'être, et qui n'a nulle envie d'épouser Diana, mais qui est contraint de le faire par sa mère, la reine Élisabeth II, et son père, et Diana, à sa manière, est parfaite. D'emblée, c'est pas encore l'icône, mais elle a un visage intéressant, elle a une allure intéressante. Un portraitiste est forcément séduit par cela, la façon simplement de regarder. Elle a un regard à elle. Les journaux commencent à sentir qu'elle a un énorme potentiel, que cette jeune fille va apporter un renouveau au niveau de la monarchie. Au départ, Diana exerce des activités caritatives typiques de la famille royale. On baptise des navires, on s'occupe des hôpitaux, des animaux. 2 ans après son mariage, Diana devient marraine des jeunesses de la Croix-Rouge britannique, une organisation qu'elle ne quittera jamais
et qui lui permettra de façonner son image. Par exemple, elle visitait des camps de vacances pour enfants handicapés. Et elle suivait aussi les autres activités des jeunesses de la Croix-Rouge. Elle avait cette capacité de mettre les gens à l'aise, de communiquer avec eux. Elle ne prenait pas les gens de haut. Elle mettait tout le monde au même niveau qu'elle. Quand elle vous parlait, on avait le sentiment d'être la personne la plus importante dans la pièce. Ce qui est une qualité merveilleuse et qu'elle a toujours eue. Diana n'a pas 30 ans. C'est le début de sa conquête de l'opinion. Elle ne s'arrêtera plus. Elle a très rapidement conscience de son image qu'elle cherche à contrôler. Elle n'était pas magnifique, et c'était elle la première à le dire. Si vous regardez sous un certain angle, son nez était un peu gros, donc elle s'assurait que les photographes se placent dans le bon axe. Son nez, il est adorable, son nez. Mais elle pense sans doute qu'il est trop grand, donc elle se cache, elle prend ses petites mimiques comme ça. Au départ, j'ai eu l'impression que Diana était timide, parce qu'elle avait toujours été photographiée avec sa tête penchée vers le bas. Mais elle était loin d'être timide. Diana est une vraie princesse, comme dans les contes de fées. Elle affiche toutes les apparences du bonheur. Mais c'est une façade. En dépit du glamour, malgré cette étincelle dans ses yeux, on pouvait voir qu'il y avait quelque chose qui la préoccupait. Elle était triste. Elle allait au travail, elle vaquait à ses engagements, aux œuvres de charité, et elle mettait toute son énergie dans ce travail. À la fin, elle rentrait dans la voiture et elle s'effondrait, épuisée. Je l'ai vu, ça. Et quand elle rentrait chez elle, elle trouvait qui? Les serviteurs, les majordomes, les chefs, les policiers. C'est tout. Diana est seule. Sa vie de couple est un désastre. Son mari a une maîtresse, Camilla Parker Bowles, une aristocrate, mariée elle aussi. Le prince Charles a une double vie, comme toujours dans l'aristocratie britannique. Son mari est amoureux d'une femme beaucoup plus âgée, une femme qu'elle considère comme une femme qui n'a aucun attrait à ses yeux. Pour Diana, elle ne comprend pas la passion de Charles pour Camilla. Alors que la relation de Charles et Camilla devient le secret le moins bien gardé du royaume, Diana, bafouée, se sent profondément humiliée. Le plus étonnant dans la saga Diana, c'est comment cet aristocrate va refuser ce modèle aristocratique, femme et maîtresse, au même moment. Elle va se révolter contre ce modèle, mais cela va prendre du temps. En 1992, le couple se sépare. Diana, qui a l'opinion de son côté, offre au monde une image de maman modèle, de femme moderne. Elle se rend compte qu'elle a beaucoup de succès en éclipsant son époux. Donc elle va se servir de cette aura auprès des tabloïds. C'est un personnage nouveau, sexy, qui fait vendre pour prendre sa revanche sur le prince Charles, son mari, mais aussi sur la famille royale en tant qu'institution monarchique.
Elle a quand même énormément sollicité et elle a beaucoup apprécié le fait d'être photographiée, à tel point même que le prince Charles, dans ses mémoires, dit qu'elle est obsédée par son image et qu'elle recherche en permanence des photos d'elle dans les magazines, comme si elle avait besoin de ces photos pour assurer sa propre personnalité. On vient dans une Diana mania, quoi. Chaque Anglais veut avoir chaque jour un détail de la vie de Diana. Ce qu'ont très bien compris à cette époque les journaux. Donc on bascule dans une autre dimension de l'image. En 1992, les Balkans sont plongés dans le chaos. La Yougoslavie se désintègre. Diana sort de ses traditionnelles missions caritatives en Angleterre. Elle se penche alors sur le sort des victimes de cette guerre et rend visite à des réfugiés croates. Elle va découvrir l'humanitaire, elle va aussi découvrir l'importance du geste. Et d'une certaine manière, en s'affichant comme ça, elle renvoie une image négative de la cour royale, elle renvoie la cour royale à quelque chose de guindé, d'obsolète, de prude et de lointain. Au cours de cette visite, Diana reste très vigilante sur son image, guette la moindre caméra. À la fois, elle maîtrise complètement son image, sa posture, la place des caméras, etc. Et on peut parfaitement travailler la mise en scène et être dans la sincérité. Je pense que c'était son cas. Elle a toujours eu ce sentiment qu'elle était de trop, qu'elle n'avait pas sa place. Et parmi les plus démunis, les plus pauvres, les plus malheureux, elle a sa place. Plus elle s'engage auprès des damnés de la terre, plus elle s'élève. La légende de la princesse des cœurs est en marche. Elle ne s'arrêtera plus. Et Diana sera la première à oser braver des maladies terrifiantes comme le sida, répugnantes comme la lèpre. C'est la maladie de la pauvreté. Partout où on trouve de la pauvreté, que ce soit en Afrique ou en Asie, il y a des lépreux. Il y a eu cette photo qui la montrait en train de tenir ce qu'il restait des mains d'un lépreux. Cette photo a brisé l'image de la lèpre comme aucune autre image auparavant. J'ai honte de moi. J'éprouvais un certain dégoût. Je me tenais loin des lépreux. Et puis un jour, j'ai vu Diana toucher des lépreux. Puis j'ai eu honte de ma réaction. Et je me suis demandé combien de gens sur Terre ont ressenti cette même honte que moi en voyant Diana surmonter ce dégoût. Le baiser du lépreux, il y en aura eu deux, quoi. Il y aura eu le Christ et elle. Elle se construit une image qui fait penser à la sainteté. C'est-à-dire, je fais le bien, j'en suis heureuse. Elle devient un petit peu un exemple. C'est-à-dire qu'elle fait bouger les mentalités. Diana aura davantage fait contre la lèpre que n'importe qui d'autre avant elle, et même après elle. J'ai calculé l'impact qu'a eu la princesse sur les dons que nous avons récoltés. Grâce à sa présence et à ses interventions, j'estime ce montant à plus d'1 million de livres. Durant cette période, elle va aussi se métamorphoser physiquement. Elle devient l'aristocrate la plus élégante, la plus respectée de la planète. Mais en 1996, c'est le divorce. Diana s'en sort très bien financièrement. 25 millions d'euros, plus une rente annuelle de 450 000 euros. Elle reste princesse de Galles, mais elle n'appartient plus à la famille royale.
Qu'est-ce que ça veut dire de perdre son titre d'Altesse royale? Ça veut dire qu'elle n'a plus de garde du corps, qu'elle ne fait plus partie de Windsor, et surtout qu'elle doit faire la révérence devant ses ex-belles-sœurs, ses ex-beaux-frères. C'est assez humiliant pour une femme qui était quand même la mère du futur roi d'Angleterre et l'épouse du futur roi d'Angleterre. Diana est à ce moment-là la femme la plus célèbre au monde. Exclue par les Windsor, elle conserve un atout de poids qu'elle saura parfaitement utiliser, son statut de princesse des cœurs. Elle est en train de chercher un rôle humanitaire, c'est-à-dire qu'elle aurait envie qu'on lui crée un rôle diplomatique, ce qui, quelque part, enquiquinerait la reine, mais lui permettrait d'exister. Elle est en recherche de ce rôle politique. Ce rôle, elle le trouve auprès de la Croix-Rouge britannique. Elle va monter une spectaculaire opération de communication. En janvier 1997, 6 mois après son divorce, elle nous a contactés. Elle nous a demandé de quelle façon elle pouvait s'impliquer dans la campagne contre les mines antipersonnelles. Un voyage en Angola est organisé. Toute la presse fait le déplacement. Diana, qui n'est plus liée par son devoir de réserve, prononce un discours résolument engagé. There couldn't be a more appropriate place to begin this campaign than Angola, because this nation has the highest number of amputees per population than anywhere in the world. It is my sincere hope that by working together in the next few days, we shall focus world attention on this vital, but until now largely neglected, issue. Elle a un petit chemisier bleu ciel, des petits mocassins, un pull beige. Elle est très sobre. Elle s'assoit au milieu des enfants. Il y a des enfants avec blessés qui s'assoient sur elle. Donc là, c'est à la fois la maman, l'infirmière, elle est très douce. Il y a aussi cette photo d'elle, assise à côté d'une petite fille angolaise qui avait perdu sa jambe dans l'explosion d'une mine. L'image est poignante, mais le monde est habitué à la voir au chevet de la misère. Il lui faut autre chose, encore plus fort, encore plus percutant. Elle prend sur elle d'aller marcher sur les champs de mines. Elle ne dit à personne, mais c'est vrai qu'elle avait prévenu certains de ses amis journalistes qu'il allait se passer quelque chose. Et très courageusement, parce qu'il faut une dose de courage quand même pour... Elle met ce fameux casque, ce gilet, et elle marche. Et là, elle a toutes les caméras du monde, tous les photographes qui la mitraillent. As you can see, they've been working their way here, and they've excavated out, and they've uncovered a mine. La voir avec ce masque, la voir avec cette veste de démineur, juste au cas où, c'était une image très forte. 1, 2, 3, firing. Et elle sait très bien, à ce instant précis, que la photo va faire le tour du monde. Mais Diana dérange. Elle est accusée par de nombreux politiciens de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Les politiciens ont ignoré le problème des mines et ils ont vu que Diana réveillait des consciences et dévoilait l'importance de ce problème. Alors on a dit qu'elle interférait avec la politique, mais elle n'interférait pas du tout avec la politique. I'm not a political figure. I am a humanitarian figure. And always have been and always will be. 6 mois plus tôt, la princesse de Galles perdait la couronne royale, mais en Angola, elle obtient un nouveau sacrement. Là, elle devient un peu la princesse du monde. C'est une super-héroïne qui va permettre au monde d'aller mieux. Son voyage en Angola contribuera à l'attribution du prix Nobel de la paix à la campagne internationale contre les mines antipersonnelles. Ce sera en décembre 1997,
mais elle ne sera plus là. Quelques mois plus tard, Diana croise Mohamed Al-Fayed, un milliardaire égyptien dont l'origine de la fortune est assez floue. Il grenouille au milieu de l'aristocratie britannique. Il rêve d'en faire partie. Mohamed Al-Fayed est quelqu'un que Diana connaît depuis longtemps. C'est un ami de son père, du comte Spencer, de sa belle-mère, Reine. Ils se côtoient au polo, à des dîners, à des charities, à des dîners mondains. Al-Fayed est le patron de Harrods, le grand magasin londonien chic pour les gens chics. Harrods est le fournisseur officiel de la couronne royale. Aux yeux de l'aristocratie britannique, Mohamed Al-Fayed reste un épicier, même si c'est un épicier prestigieux. Le problème principal d'Al-Fayed, c'est d'avoir essayé pendant des années de devenir citoyen britannique. Et donc d'avoir un passeport britannique. Et ça lui a été refusé à chaque fois. Pour lui, c'était un complot de la famille royale. Et donc il entend se venger. Et quel est le point faible des Windsor à l'époque où on peut leur faire du mal? C'est Diana, qui est devenue un électron libre, une bombe à retardement. Fayed, qui est quelqu'un de très intuitif, a senti ce point faible. Al-Fayed invite alors la princesse et ses enfants dans sa luxueuse villa de Saint-Tropez. Le milliardaire ne lésine pas sur les moyens pour impressionner ses hôtes. Il a racheté ce spectaculaire yacht, le Johnny Cole, qu'il fait remettre à neuf. Diana et Al-Fayed savent que l'exposition médiatique de ces vacances servira leur désir de revanche sur la firme. Ils ignorent qu'ils viennent d'enclencher le compte à rebours fatal. Quand on choisit Saint-Tropez comme destination de vacances, ça veut dire regarde ce que je fais à Saint-Tropez, regarde-moi, suis-moi et shoot-moi. Et là, c'est en effet le défilé des maillots de bain, le jet ski, dans notre jargon. Elle dit qu'elle donne, elle nous donne, c'est-à-dire qu'elle veut assurer la couverture médiatique. C'est plutôt un peu elle qui vient nous chercher, parce que moi, au bout de 3 jours, les défilés sur le ponton, j'arrête, quoi. Les photos, on en a pu en vouloir. C'est le premier été de Diana célibataire. Les photographes louent des bateaux et des hélicoptères pour suivre chaque instant de ses vacances. Elle prenait le petit bateau qu'on prend pour aller sur le gros d'Al-Fayed, elle passait devant en leur disant bonjour. Il n'y avait pas du tout de conflit avec la presse, quoi. Elle leur disait bonjour le matin. Les mecs, elle les connaît depuis 20 ans, c'est Arthur Edwards, c'est le mec du Sun, c'est le mec du Mirror, elle les connaît tous un par un. Donc finalement, chaque partie trouve son compte. Les paparazzi parce que leurs photos sont publiées dans la presse, et Diana parce qu'il y a une photo d'elle tous les jours dans la presse. Ça va commencer à se gâter avec l'arrivée de Dodi Al-Fayed, parce que Mohamed Al-Fayed, qui à mon avis a un plan, fait venir son fils le 14 juillet pour tenir compagnie, entre guillemets, à la princesse Diana. On se dit, là, c'est quand même Dodi, playboy, jet-setter. On dit, là, il y a enquête. Dodi Al-Fayed est un playboy cocaïnomane qui a fait sa carrière à Hollywood. Dodi est vraiment très aux petits soins pour elle. Il la gâte, il la couvre de cadeaux et il lui propose de partir un week-end à Paris. Ils prennent le jet privé de Harrods, elle dîne à Paris. Personne n'est au courant de sa venue. Si elle donne pas l'info, si elle fait pas fuiter, si elle n'a pas besoin de presse et de... À ce moment-là,
on passe au travers. Ce qui montre que quand elle veut passer inaperçue, elle est totalement inaperçue. Mi-août, Diana retrouve Dodi pour une croisière en Méditerranée à bord du yacht le Jonical. Après leur voyage incognito à Paris le 26 juillet, les spécialistes s'accordent à dire que cette fois-ci, elle fait savoir au photographe où elle se trouve. Diana était très forte. Et si elle voulait envoyer un message, elle prévenait un reporter ou un photographe et elle leur disait où elle était, ce qu'elle faisait. Elle téléphone à Frazier, le photographe britannique, et ça on le sait puisque c'est lui-même qui l'a confirmé, pour lui dire « j'ai une bonne surprise pour toi, viens ». Et donc lui, il n'est pas trop chaud, je ne sais pas pour quelle raison il n'y va pas, il envoie Brenna, un de ses photographes. C'est un bon paparazzo italien qui a les dents dans le beefsteak, qui lâche rien. Et après, c'est du boulot. Il a son 800 qui est branché, 2 doubleurs, un trépied. Et là, qui fait la photo où elle est dans les bras et où elle embrasse Dodi. C'est la première fois qu'on voit la princesse embrasser un autre homme que Charles, vous vous rendez compte? Et en plus, un héritier musulman. L'intérêt, c'est la photo, c'est le scoop. C'est même le fait qu'elle ait du grain, même le fait qu'elle soit de mauvaise qualité, ça lui donne que de la valeur parce qu'effectivement, elle semble avoir été volée. Donc la photo fait le tour du monde et c'est un coup de maître, elle a réussi. Elle savait très bien que son ex-belle-mère au petit déjeuner allait voir cette photo dans la revue de presse. D'ailleurs, on m'a dit qu'à Balmoral, où la famille royale passe ses vacances, les conseillers chargés de la revue de presse ont enlevé la photo, mais c'est le prince Philippe qui l'a lui montré en disant « Regarde cette folle, ce qu'elle est en train de nous faire ». Avec cette photo, Diana a signé un pacte avec le diable. Elle a scellé son destin. Diana m'a dit une fois qu'elle se sentait hantée et chassée par la presse. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas d'un côté laisser la presse entrer dans votre vie, puis après l'arrêter quand vous n'en voulez plus. Une fois que vous lui ouvrez la porte, elle pense que vous lui appartenez. Donc là, la traque va prendre une autre dimension. C'est-à-dire que cette traque qu'elle maîtrisait jusqu'à présent lui échappe. Tous les photographes sont à l'affût. À la fin de la croisière, Diana doit rentrer à Londres. Mais le couple fera escale à Paris. Ce sera le dernier jour de Diana et Dodi. Paris, 30 août, j'ai eu l'heure et le lieu d'arrivée. Donc, il y a deux photographes de l'agence qui sont au Bourget, qui finissent par savoir où le lyre va se poser, qui repèrent la voiture et le chauffeur qui est déjà là. Déjà, ce qui est quand même bizarre, c'est que tous les paparazzis français étaient au courant. Et toutes les agences de presse, pas uniquement les agences de paparazzi, vous voyez, il y avait SIPA, il y avait Sigma, il y avait Gamma, il y avait tout le monde. Les mecs sont en place, descendent de l'avion. Effectivement, on sent une petite tension. Les photographes qui ont l'habitude de la prendre en photo et de décrypter ses photos voient elle se mord les lèvres, elle est en retrait, elle est fatiguée. Elle est fatiguée et surtout, elle n'a pas du tout envie d'être à Paris. Et donc, Dodi Al-Fayed commet une erreur fondamentale, c'est de ne pas prévenir les autorités françaises qui auraient assuré un minimum de services d'ordre, et notamment de garde du corps et de policiers. Et donc, il s'occupe de tout. Et elle suit le mouvement sans trop savoir ce qui se passe. Le convoi quitte l'aéroport, les photographes le suivent, la routine. On a fait des centaines de ce qu'on appelle des courettes. Bon, là, c'est un peu tendu, elle fait la gueule dans la voiture, elle fait la gueule, mais bon. 16h35, le couple arrive au Ritz, un palace parisien,
qui appartient au père de Dodi. L'hôtel est truffé de caméras de surveillance. Elles livreront aux enquêteurs de précieux renseignements sur les allées et venues du couple. 18h59, départ du Ritz pour se rendre près des Champs-Élysées dans l'hôtel particulier des Al-Fayed. Le garde du corps, Trevor Rhys-Jones, racontera qu'il y a eu un accrochage avec les paparazzis. Le couple se change et repart dîner dans un restaurant discret. Bizarrement, et de façon incompréhensible, Dodi Al-Fayed change le plan et décide de retourner au Ritz. Mais il ne le dit à personne. C'est-à-dire que Dodi perd totalement le contrôle dans cette journée, c'est qu'il est dépassé lui aussi. Même le Trevor Rhys-Jones ne sait pas ce qui se passe. Et surtout, il voit ce jour-là qu'il y a un truc qui ne va pas. Le problème, c'est qu'il est le seul à avoir cette réflexion. Et puis ce jour-là, ce qu'il est dit, c'est que Dodi l'écoute pas trop. « 21h53, Diana et Dodi arrivent au Ritz. Ils ne s'attendent pas à découvrir une foule massée devant l'hôtel. Il n'y a pas que les paparazzis, il y a les paparazzis plus tout un tas de gens qui se trouvent là et qui d'un seul coup disent « Ah, c'est Diana » et qui s'agglutinent. La pression monte parce qu'il y a plein, ce que nous on appelle des gremlins, c'est-à-dire que dès qu'il pleut, ils se multiplient. C'est les chasseurs d'autographes ou les fans et les admirateurs. Et c'est ça dont elle a aussi peur, parce que c'est la foule. Et toutes les personnalités ont peur de la foule. Le couple est exaspéré. Il adopte une tactique anti-paparazzi. Dodi ne sortira de la voiture qu'une fois Diana à l'intérieur de l'hôtel. Ils savent très bien qu'en sortant un par un, les photos n'ont aucune valeur, puisque les paparazzis cherchent la photo des deux ensemble, de Dodi enlaçant Diana, et ils n'ont pas ce cliché. Donc elle décide de ne pas donner aux paparazzis ce qu'ils viennent chercher. Elle en a assez. Ils rejoignent le restaurant de l'hôtel. Tous les clients les observent. Ils quittent la salle au bout de quelques minutes et finissent leur dîner dans une suite. Dans la pure logique, il faudrait qu'ils passent la nuit au Ritz. C'est l'endroit, c'est quand même un bunker face à ces paparazzis. Personne ne peut rentrer et les shooter. 22h07. Henri Paul, numéro 2 de la sécurité, qui a fini son service, retourne au Ritz, rappelé par Dodi. Son patron vient d'avoir une très brillante idée. Dodi décide, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment, qu'il ne va pas prendre les voitures qui sont en bas devant le Ritz, mais que très intelligemment, il va prendre une voiture derrière et partir en douce. Sauf que c'est totalement stupide et ne pas connaître le professionnalisme des paparazzis. C'est-à-dire qu'ils connaissent très bien cette porte dérobée. Le leur, effectivement, ne fonctionne pas. Il est tellement évident qu'ils sont déjà là à attendre la princesse. Minuit 11. Le couple s'apprête à sortir par l'arrière de l'hôtel. Les caméras de surveillance enregistrent l'image que tous les paparazzis rêvent de faire. Dodi enlaçant Diana. Cette image, elle est bonne parce qu'elle est à leur insu. Ils se lâchent, ils sont enlacés, amoureux, c'est mignon comme tout. Et il y a juste un geste extrêmement chaste. Un corps qui touche l'autre, un bras qui touche un corps, c'est tout. Cette image, qui est très touchante, je suis heureuse que ce soit une machine qui l'ait prise, sans volonté délibérée, et non pas quelqu'un qui aurait été payé des centaines et des milliers d'euros pour prendre ce geste-là. Le volant est confié à Henri Paul,
Il n'est pourtant pas habilité à conduire la limousine, une voiture de grande remise qui nécessite un permis spécial. C'est la dernière photo du couple vivant. Elle témoigne de la précipitation de ce départ. Et c'est là la grosse erreur de Dodi, et ce qui montre qu'il n'était pas très malin. C'est-à-dire que quand on sort avec une femme comme Diana, avec une personnalité comme elle, tout est préparé, tout est minuté. Ça se calcule, un trajet, savoir où on va aller, ça se calcule par avance, on sait par où on va passer. Là, on improvise. Et on est dans l'improvisation la plus totale sur trop de points. Les paparazzi poursuivaient la voiture. Le chauffeur voulait les semer, donc il a appuyé sur l'accélérateur et a perdu le contrôle. Minuit 23, l'accident. La voiture est broyée. Henri Paul et Dodi Al-Fayed décèdent sur le coup. Le garde du corps, Trevor Rhys-Jones, et la princesse Diana sont grièvement blessés. Quand les photographes arrivent, ils découvrent la scène de l'accident. Pour eux, ils sont sous choc, quoi. Ils ne comprennent pas vraiment. Et c'est vrai que leur réflexe, c'est de mitrailler. Mon photographe, il a fait son boulot, il a fait toutes les photos, quoi. Je veux dire, il ne pensait pas que tout le monde allait décéder dans l'accident. Je veux dire, sur le coup, il arrive, il voit des gens blessés, il commence par prévenir, mais il fait son boulot. Après, bon, voilà, quoi. À ce moment-là, quelques photographes vont prendre des clichés de la princesse dans la carcasse de la voiture, juste avant l'arrivée des secours et de la police. Un certain nombre de photographes, 6 plus le motard, vont être arrêtés sur place. La plupart des pellicules sont confisquées par la police, évidemment. Moi, je revois les images du car avec mon photographe qu'on voit par la fenêtre. Bon. Il a maudit ces images tout le reste de sa vie. Il ne raconte pas l'histoire de la même manière. Il a fait son boulot. Il pense avoir fait les photos de sa vie, les plus importantes de sa vie, au niveau actualité et métier. Il y a à peu près 4 ou 5 autres photographes, après avoir pris leurs photos, qui sont partis tout de suite quand ils ont commencé à entendre les pompiers et la police arriver. Ces photographes qui parviennent à passer à travers les mailles du filet ont dans leur boîtier la photo de trop, la photo interdite. 2 de ces photographes travaillent pour une agence de paparazzi. L'agence de Laurent Sola, il est le seul à posséder un scoop planétaire. Très vite, il y a une dizaine de photos qui sont éliminées parce que pas montrables de Dodi. Là, on comprend que c'est un peu sérieux. Mais en même temps, ces photos de Diana, moi, je veux dire, je suis dans le live. Elle est blessée, mais est consciente surtout. Sur une séquence de photos, tu vois que son visage bouge. Pour moi, c'est une femme blessée. C'est Diana qui est blessée dans une voiture. C'est montrable. C'est quoi un paparazzi? Quelqu'un qui veut vendre des photos. C'est une question de survie. Et si vous prenez une photo que tout le monde veut, vous allez vous faire beaucoup d'argent. C'est ça leur business. Mon souci, c'est la logistique, c'est de scanner les photos, de tirer, parce que dans les rédactions, ça bouge, évidemment, les chefs de service photo arrivent à 2, 3, 4 heures du mat. Et on commence à les vendre aux Anglais principalement, etc. Je faisais un carton, c'était... En anciens francs, on devait être à pas loin de 20 millions de francs, quoi. 3 ou 4 millions d'euros de maintenant. 4 heures du matin, tout bascule. On était en liaison avec Jean-Pierre Chevènement, qui était le ministre de l'Intérieur. Et c'est Jean-Pierre Chevènement qui nous annonce la mort de Diana. Aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétabli. Et le décès a été constaté à 4 heures du matin. À ce moment-là, en Angleterre, on est sous le choc. C'est-à-dire que la princesse des cœurs est morte. Dès l'annonce du décès de la princesse Diana, au milieu de la nuit, le peuple de Londres afflue vers les grilles de Buckingham. Tant qu'elle est blessée, les photos sont publiables. À partir du moment où elle est morte,
tout le monde sait très bien qu'elle soit impubliable. C'est plus du tout la même chose pour moi. C'est faire du pognon sur sa mort. Parce qu'évidemment, c'est un rebondissement. C'est un peu plus de pognon encore, tu vois. Et les photographes plus chauds du tout, certains rédacteurs, je dis on bloque tout, on arrête tout, on recevait des fax, les accords d'achat étaient passés par fax, on déchire tout, on arrête tout, je vends plus ces photos. Donc en fait, d'un seul coup, tout a été bloqué. Et là, c'était difficile de passer l'interdit moral et l'interdit général, quoi. C'est-à-dire que même les tabloïds anglais qui sont quand même pas des anges, ils ont reculé là. Donc il n'y a eu aucune photo qui a été publiée à ce moment-là. Mais je ne regrette pas une seconde ce pognon, quoi. Je veux dire, voilà. J'ai été riche, si vous voulez, 3 heures. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. 5 photographes et un motard de presse poursuivis pour homicide involontaire, blessure involontaire et non-assistance à personne en danger. Ils ont été remis en liberté, pour certains avec contrôle judiciaire. Le sort du dernier se décide en ce moment dans le cabinet du juge. Laurent Sola sait qu'il a une bombe entre les mains. Il décide de se débarrasser des photos. Ça brûle les doigts. J'appelle l'ambassade d'Angleterre en leur disant « J'ai quelque chose qui vous appartient ». Le mec comprenait rien du tout. Je voulais donner les pellicules à l'ambassade. Et en fait, t'appelles une ambassade, t'es systématiquement enregistré. Ils ont appelé le 36 m'a convoqué. Et j'y suis allé. Tu fais pas autrement, tu te mets pas en cavale. Tu vois, je suis journaliste, j'allais pas me casser, je sais pas où. Laurent Sola est placé en garde à vue. 2 de ses collaborateurs sont arrêtés. Toute la presse est dans le collimateur. Les rédactions sont perquisitionnées parce qu'on veut trouver la fameuse photo qui montrerait la princesse morte. Et il y a comme un vent de folie autour de cette photo. L'enquête est confiée à la crime. Elle révèle très vite que le chauffeur, Henri Paul, avait 1,80 g d'alcool dans le sang et qu'il suivait un traitement incompatible avec la prise d'alcool. Enfin, curieusement, les ceintures de sécurité n'étaient pas bouclées. Vous devez vous demander pourquoi il ne portait pas la ceinture de sécurité. Le garde du corps à l'avant l'avait. Pourquoi Diana n'avait pas sa ceinture? Elle était très stricte avec ça au Royaume-Uni. Elle mettait toujours sa ceinture. La justice garde pourtant les photographes sous pression. Il y avait, je pense aussi à une autre ambition moins visible, qui était de neutraliser la possibilité d'une diffusion à l'échelon mondial des photos représentant Lady Diana en train d'expirer. On est dans la diplomatie. Et là, les politiques français, les gens en place, commencent un peu à se pisser dessus en se disant il ne faut pas d'abord que les images sortent, il faut savoir ce qui s'est passé. Et effectivement, il y a un cirque énorme autour de nous. Plus l'émotion est grande, plus les gens sont bouleversés et plus, de façon très irrationnelle, il y a un besoin de coupable. Il y a une volonté de mettre les paparazzis au pas et la presse au pas. Et on devient, c'est écrit sous le tunnel, paparazzi, assassin, on est les tueurs de princesses. Et c'est vraiment pour moi le début de la fin de ce métier, le déclin. Pour moi, en tout cas, mon métier a changé. Ça a été un virage à angle droit pour tout le monde, c'est sûr. En 1999, la justice rend sa décision. Non-lieu pour les photographes, mais leur comportement est sévèrement critiqué. L'accident est intervenu dans un contexte auquel ils n'étaient pas étrangers. Et si ce comportement les renvoie, comme pour ceux pour lesquels ils agissent, aux conditions morales et déontologiques de leur activité, il ne constitue pas une infraction pénale. Toute la presse fait son mea culpa. Plus jamais ça. Pourtant, Diana va mourir une 2e fois. Sa mémoire sera piétinée. Son entourage le plus proche l'a trahi à coups de livres à scandale et de pseudo-révélations. Et c'est là qu'il y a eu cette série de valets et de femmes de chambre et d'amants
de seconde catégorie et de soi-disant conseillers de l'ombre qui vendent leurs souvenirs de Diana en espèces trébuchantes. Son majordome, l'obséquieux Paul Burrell, demande encore aujourd'hui 5 000 € pour une interview. Le major Hewitt, son ancien amant, a vendu à la presse les lettres que Diana lui écrivait. Son garde du corps, flic à Scotland Yard, assermenté, a livré des informations sur son intimité. Un déballage obscène. Mais la photo interdite, elle, reste impubliable. Est-ce que l'image est plus forte? Oui, forcément. Parce que l'image fait jouer le fantasme. Le mot instruit une distance, même quand c'est faux. Il y a quelque chose de l'émotion dans l'image qui ne fait pas appel au même ressort que la lecture. 10 ans après l'accident, un journaliste publie un livre basé sur l'enquête judiciaire. Il reproduit habilement quelques pièces du dossier, dont une photocopie de la photo interdite saisie par la police. Ce journaliste est le premier à braver le tabou, mais en prenant 1000 précautions et en s'abritant derrière l'enquête officielle. C'est Jean-Michel Karadec. J'avais accès au dossier et donc j'ai publié un certain nombre de pièces de ce dossier, dont cette photo. C'est une des photos des mecs qui bossaient pour moi, mais j'en suis sûr, c'est bien une de celles que je diffusais, ouais, qui sort du 36. C'est une photo dans laquelle on a l'impression qu'elle est inconsciente. C'est une femme inconsciente. Au second plan, au premier plan, on voit un secouriste ou un médecin, je ne sais pas, qui s'occupe d'elle. Je n'ai pas vu de traces de sang dans la reproduction qui m'a été montrée, pas de traces de douleur, simplement un corps inconscient. On dirait qu'elle dort, mais c'est pour ça d'ailleurs que moi, on a pu la publier, parce que si ça avait été une photo trash, on ne l'aurait pas publiée. Celle-là, elle n'est pas trash. La publication de cette photocopie de la photo interdite ne passe pas inaperçue. Le magazine italien Qui la reproduit en une. Les tabloïds britanniques font semblant de s'indigner tout en la publiant. Ces photos ont été reprises par l'ensemble de la presse tabloïde britannique en disant quelle honte, etc. Et en publiant la photo en pleine page, c'est l'exemple de l'hypocrisie des tabloïds britanniques. Cela fait 10 ans qu'une photocopie de mauvaise qualité, en noir et blanc, a été publiée. Personne à ce jour n'a diffusé la photo originale en couleur. 20 ans après, l'émotion est toujours intacte, le mythe encore vivant. Du côté des royaux, du côté des enfants de Diana, ils ne veulent surtout pas que cette photo soit publiée. Et Charles et les Windsor se sentent investis d'une mission pour sa mémoire et pour la mémoire des enfants de Diana. C'est d'ailleurs pas totalement inacceptable, parce que s'il y a bien des épisodes de la vie de tous les humains, que ce soit Lady Diana ou n'importe qui doivent être protégés d'une représentation publique, c'est justement cet hyper intime qui est celui où on s'approche de la mort. Je pense que c'est que le monde des images qui a été mais vraiment baigné de l'aura de Diana ne pouvait pas s'arrêter comme ça, sur cette image-là. Je ne le crois pas. C'est-à-dire que c'était un cadavre, ou un être qui allait devenir un cadavre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait plus ce mouvement, ce sourire, ce charme, et qui donc mettait une clôture absolue à la légende de Diana.
Il y a une raison pour laquelle les photos du crash n'ont jamais été publiées. C'est une décision prise par la presse écrite, les journaux. Ils ont senti que le public, leurs lecteurs, voulaient se souvenir de Diana comme elle était, et pas comme elle devait être au moment du crash. Cela aurait détruit cette image qu'ils ont aidé à construire. Et ils ne voulaient pas être les artisans de cette entreprise. Mais une photo, c'est toujours publié. Ça n'existe pas, une photo. Il faudrait détruire les images. Ce sera avec une vision historique de la chose, pas dans une vision d'information. 20 ans après avoir été prise, la publication de la photo interdite n'est certainement plus qu'une question de temps. Elle peut surgir à tout moment.